5 ans après, quel est le bilan tiré du premier mandat de l'ENL? D'abord, nous avons constitué un groupe parlementaire qui est composé d'une quarantaine de députés de 8 nationalités différentes. Nous avons travaillé sur tous les sujets. Nous avons été de loin les députés français les plus actifs au Parlement européen. De mémoire, plus de 16 000 amendements qui ont été déposés par notre groupe, des milliers de résolutions, de propositions, de questions écrites. Donc nous avons eu l'activité parlementaire et législative la plus importante parmi les députés français, contrairement à certaines accusations dont on a pu faire l'objet dans le passé. Ensuite, évidemment, au Parlement européen, il y a un bloc majoritaire composé des députés européens socialistes, macronistes et républicains qui finalement parviennent à avoir une majorité pour prendre des décisions. Donc nous sommes dans une situation d'opposition. Nous dénonçons ce qu'ils font. Nous, on n'est pas sectaires. S'il y a une loi ou enfin un texte qui nous semble aller dans le bon sens, on est prêt à voter pour. L'inverse n'est pas vrai. Eux, de manière sectaire, même quand ils sont d'accord avec un amendement qui est déposé par le groupe ENL, par principe, ils votent contre. Voilà, donc on n'est pas en situation d'emporter une décision, mais on est en tout cas en situation de dire aux Français ce qui se passe au Parlement européen et ce qui s'y prépare. Mais la vérité, c'est que le Parlement européen, souvent, est réduit à être un peu la chambre d'enregistrement de la Commission européenne. La Commission européenne détient des pouvoirs considérables, l'initiative législative, la réglementation, le contrôle de l'application par les États membres. Donc c'est ce système-là qu'il faut changer. Il faut un fonctionnement plus démocratique. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement, les peuples, qui sont à nouveau au cœur de la décision pour des coopérations souples et non plus ce fédéralisme à marche forcée qui finalement aboutit à la fois à une impuissance et à un échec collectif. Alors, on reverra l'ENL pendant la prochaine mandature. Oui, alors je pense que nous serons beaucoup plus nombreux en nombre de députés, beaucoup plus nombreux en nombre de nationalités, de délégations au sein de notre groupe. On verra quelle sera la forme exacte de ce nouveau groupe, mais nous sommes en lien avec beaucoup de partis aussi qui sont actuellement dans d'autres groupes, mais qui pourraient travailler avec nous demain. Matteo Salvini, aujourd'hui même à Milan, a lancé un appel pour la constitution d'un groupe beaucoup plus large que notre alliance actuelle et nous y travaillons activement. Moi, j'ai multiplié ces derniers jours, ces dernières semaines, des déplacements auprès d'alliés potentiels, futurs, en Estonie, en Finlande. Voilà, nous allons aller avec Marine Le Pen en République tchèque, en Slovaquie, aux côtés de nos alliés également. Le but, c'est d'avoir un groupe très important et avec des députés de la plupart des pays, voire tous les pays d'Europe. Nous sommes en relation de longue date maintenant avec Santiago Abascal et Vox, qui ont obtenu d'excellents résultats aux élections régionales en Andalousie. Ils sont crédités de très bons scores pour les élections législatives du 28 avril et pour les européennes du 26 mai. Donc je pense qu'ils vont arriver en nombre au Parlement européen et je serai évidemment très heureux de pouvoir les accueillir au sein de notre groupe. Et puis s'agissant du Fidesz, Viktor Orban dit les vérités que l'Union européenne ne veut pas entendre. Il est aujourd'hui à l'intérieur du PPE, même si il a été suspendu, je crois. Là aussi, je pense que les choses peuvent bouger dans les mois qui viennent et je ne suis pas sûr qu'il reste durablement dans un PPE dont il critique, à juste raison d'ailleurs, les orientations politiques. Vous avez parlé tout à l'heure d'une coalition entre le PPE, les socialistes et les libéraux. Comment avoir un impact? Quelles alliances il est possible de faire aujourd'hui? L'un des enjeux dans les institutions européennes, ce sera la capacité à constituer une minorité de blocage au Conseil. Le Conseil qui est composé des différents États membres, des gouvernements des États membres. Demain, sur un certain nombre de sujets, la Pologne, la Hongrie, l'Autriche, l'Italie et sans doute d'autres encore peuvent s'unir pour refuser un certain nombre d'orientations actuelles de l'Union européenne. Donc c'est peut-être de là que viendra le salut. Et puis au Parlement européen, nous pouvons constituer un groupe qui, s'il n'est pas majoritaire, peut être une des forces principales du Parlement européen et ça bouleversera largement les rapports de force actuels. Quels sont les enjeux prioritaires et les thèmes les plus importants que l'on doit aborder pendant cette campagne? Il y a évidemment la question du fonctionnement des institutions, mais le plus important sur le fond, c'est à la fois la question de l'identité. Et derrière la question de l'identité, c'est évidemment la question migratoire qui est centrale, la question de nos frontières. On a abaissé les frontières nationales, on n'a pas de véritable frontière extérieure, donc il faut évidemment mettre en place les protections pour lutter contre l'immigration qui aujourd'hui est totalement anarchique et ses conséquences, notamment sécuritaires, notamment l'islamisme qui se développe partout en Europe, pas seulement en France. Et puis la question des protections économiques. L'Union européenne est un espèce de terrain de jeu entre les mains de la finance internationale. Il faut supprimer, arrêter la concurrence déloyale à l'intérieur de l'Union européenne,
par exemple avec le travail détaché, et en finir aussi avec la concurrence déloyale avec les pays extérieurs, notamment avec des accords de libre-échange qui ont tué hier notre industrie et tueront demain notre agriculture. Il faut mettre en place le patriotisme économique à l'intérieur de l'Union européenne pour éviter la concurrence déloyale à l'intérieur et les protections douanières à l'extérieur pour éviter d'avoir le dumping social, le dumping environnemental. Je crois qu'il y a une volonté en tout cas d'Emmanuel Macron aujourd'hui de parasiter totalement la campagne européenne. Il l'a fait avec son grand débat qui en réalité était un grand monologue et il le fait maintenant dans ce qu'il appelle la restitution du débat, c'est-à-dire distiller au compte-gouttes des informations ou des mesurettes sur ses intentions à venir. Tout ça pour occulter le débat des Européennes qui est un enjeu central parce que l'Europe aujourd'hui est à la croisée des chemins. Mais ce qui est certain, c'est que beaucoup de Français vont utiliser les Européennes aussi, et ils ont raison, pour dire ce qu'ils pensent de Macron, de la politique qu'il a menée depuis 2 ans, qui les a fait terriblement souffrir. Et les élections européennes, c'est à la fois un enjeu européen, un enjeu continental, et la possibilité de faire progresser cette Europe des nations qu'on appelle de nos voeux, mais c'est aussi l'occasion, bien sûr, de sanctionner Macron, son gouvernement et sa politique. Vous avez choisi de ne pas mettre de gilet jaune en tout cas en avant sur votre liste, d'autres ont choisi de le faire. Est-ce que vous pensez quand même pouvoir capter cet électorat réfractaire à la politique du gouvernement ? Je crois que notre responsabilité, c'est d'apporter une réponse politique aux revendications légitimes des Gilets jaunes. Depuis le début, le Rassemblement national a soutenu ce mouvement, a soutenu ses préoccupations, ses revendications, mais nous avons respecté le caractère citoyen, non partisan de ce mouvement. On n'a pas cherché à faire de la récupération, contrairement à d'autres comme Mélenchon, qui a essayé de le récupérer. Il n'était pas très légitime. Mélenchon proposait 50 milliards d'euros d'impôts supplémentaires dans son programme en 2017. Donc il n'était pas le mieux placé pour essayer de récupérer un mouvement dont l'ADN est un ADN contre les excès de la fiscalité actuelle. Mais voilà, nous, on a respecté le caractère citoyen et non politique, non partisan. Et maintenant, on apporte des réponses. La réponse démocratique, la proportionnelle, le référendum d'initiative citoyenne, d'initiative populaire, et puis la réponse sur le pouvoir d'achat et la fiscalité. Baisser massivement les impôts sur le travail, une fiscalité raisonnable sur le capital, notamment lorsqu'il est réinvesti dans l'économie française ou qu'il s'agit d'un capital immobilier. Et en revanche, une fiscalité plus forte sur les flux de capitaux, c'est-à-dire sur la spéculation. On a tendu la main. S'il y a des gilets jaunes qui souhaitent s'impliquer à nos côtés, sous une forme ou une autre, ils sont évidemment les bienvenus. Mais contrairement à d'autres, on n'avait pas besoin de faire de la récupération parce que l'essentiel des aspirations ou des revendications des Gilets jaunes, elles étaient déjà les nôtres bien avant que ce mouvement existe. Vous étiez en première ligne contre l'Aquarius et l'association SOS Méditerranée. Comment est-ce que vous avez accueilli les derniers propos de Christophe Castaner ? Ça fait sourire parce que Christophe Castaner découvre une réalité que nous avions dénoncée depuis très longtemps. La réalité, c'est que ceux qui sont responsables des morts en Méditerranée, ce ne sont pas ceux qui, comme nous, proposent la fermeté migratoire, parce que justement, c'est ce qui évite, ce qui dissuade certains de franchir la Méditerranée, et donc ça permet de limiter le nombre de morts. En revanche, ceux qui sont responsables, c'est évidemment les mafias, les passeurs et leurs complices. Les ONG se comportent souvent en complices des mafias et des passeurs. Pourquoi ? Parce qu'ils vont directement, en lien avec les passeurs, récupérer les embarcations à quelques kilomètres des côtes libyennes et ils les acheminent vers l'Europe en faisant un véritable chantage à l'accueil auprès des pays européens. Et comme Macron se soumet à ce chantage, qu'il accueille des migrants sur l'Aquarius, évidemment, ça alimente cette pompe de l'immigration massive. Ça permet aux passeurs et aux mafias de gagner beaucoup d'argent. Et les ONG, on voit bien que c'est un espèce de fonds de commerce. Et ils ne sont pas dans une démarche humanitaire, ils sont avant tout dans une démarche immigrationniste. Ils veulent défendre l'immigration, encourager la logique de l'immigration massive vers l'Europe, faire pression sur les pays européens pour qu'ils accueillent ces immigrés. Et ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, des organisations comme SOS Méditerranée qui affrètent l'Aquarius, ils ont été officiellement accrédités par le ministre de l'Éducation nationale pour aller dispenser des enseignements dans les écoles. Donc je crois qu'il y a une incohérence totale entre le fait de dire enfin la vérité sur les liens entre les ONG et les passeurs et en même temps de laisser ces ONG aller parler à nos enfants, leur bourrer le crâne avec leur propagande immigrationniste. Ce même Christophe Castaner menace de dissoudre le mouvement Génération Identitaire. Est-ce que vous avez une position là-dessus ? Oui, mais je crois que Christophe Castaner, en réalité, s'en prend toujours de la même manière à ceux qui défendent notre identité parce qu'en réalité, il cherche des prétextes. On fait une loi anti-casseurs qui est en réalité une loi anti-gilets jaunes
pour essayer de faire croire que les gilets jaunes sont violents, alors qu'en fait c'est les racailles et les militants d'extrême gauche du Black Blocs. Et de la même manière, on essaye de faire croire qu'un mouvement comme Génération Identitaire représenterait un danger pour masquer la réalité du danger qui existe bien dans notre pays, avec des organisations islamistes extrêmement puissantes, souvent soutenues ou encouragées par les pouvoirs publics, avec aussi des organisations d'extrême gauche comme les Black Blocs, dont tous les militants, qui ne sont pas des militants d'ailleurs, qui sont des casseurs, sont parfaitement identifiés par la police et qui sont rarement ou jamais inquiétés. Il y a eu des moments où notre pays pouvait sembler menacé dans son existence même. Et à chaque fois, il y a eu des éveilleurs, il y a eu des éclaireurs, il y a eu des hommes et des femmes aussi, on pense à Jeanne d'Arc, qui ont été capables de montrer la voie. C'est là notre vraie mission. La mission de la communauté militante que nous formons, c'est d'être les éveilleurs du peuple français pour assurer le renouveau de la France et cette Europe des nations.